Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez failli prendre le pseudonyme de Le Cœur. Il faut l'avoir bien accroché pour ajouter au quotidien d'un auteur à succès celle d'un réalisateur débutant, même si on connaît le sujet du film, puisque vous en êtes aussi l'auteur. Bonjour Gilles Le Gardinier. Bonjour Jacques. Alors, on vous avait reçu l'an dernier pour votre roman dans les clés d'une vie. Et puis, vous avez une double actualité. Mon tour de manège chez Flammarion, un livre. Et puis, complètement cramé, un film qui sort aujourd'hui, vos débuts de réalisateur. Donc, je me suis dit, il y a tellement de choses à dire. On remet un tour de manège, justement, avec des dates clés et la sortie de ce film. Très heureux pour ça, merci. Alors, j'ai trouvé des dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 1er avril 2014. Un déjeuner avec cette personne dont vous allez reconnaître la voix. Petit pousset, chemin faisant, sème l'insouciance. Déjeuner avec Mimi Mati. Et c'est vrai que c'est un déjeuner très étonnant. Ah oui, tout à fait. Ouais. En fait, Mimi a été une des premières personnes connues à avoir la gentillesse de dire qu'elle lisait mes livres et qu'elle les aimait. Pourquoi ? Parce que les gens connus ne disaient pas qu'ils lisaient vos livres ? Ah, il y a souvent un décalage. En France, il y a ce qu'on ose dire et ce qu'on fait réellement. Et que moi, je suis quelqu'un qui est lu assez largement. Et tous les gens, il y a des gens qui préfèrent parler de livres qu'ils n'ont pas lus plutôt que de ceux qu'ils lisent réellement. Oui, ils en parlent tellement bien des livres qu'ils n'ont pas lus qu'on ne les croit pas. Donc, elle dit un jour qu'elle lit Gilles Le Gardinier et vous lui téléphonez. En fait, je la remercie parce que je suis quelqu'un de reconnaissant et d'humain, donc je la remercie pour ça. Et en fait, on a l'idée de se rencontrer après. J'aime bien Mimi. Elle a quelque chose de particulier pour moi. Elle fait partie de ces gens que la vie aurait dû écraser complètement et qui tiennent quand même debout. J'ai du respect pour ces gens-là et je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre d'eux. Et moi, je me souviens d'elle et de sa modestie. Je l'ai croisée un jour. Elle venait de signer un contrat avec France 2 pour un film auquel elle croyait un petit peu, mais pas tellement, qui était Une nounou pas comme les autres et qui a été la base de tout. Mais elle ne pensait pas que ce serait un tel succès. On prévoit jamais le succès, je pense. Alors, donc, vous déjeunez tous les deux ensemble, et de ce déjeuner va naître un livre, Gilles Le Gardinier. Alors, j'y arrive effectivement avec une idée, parce que moi, je suis fils adoptif, et c'est une différence qui ne se voit pas. Et Mimi, elle est pas très grande, et c'est une différence qui se voit. Et j'arrive à ce déjeuner avec l'idée de faire un espèce de dialogue, un livre qui sera un dialogue entre nous deux. C'est-à-dire qu'elle puisse me poser les questions qu'on n'ose pas me poser, et que moi, je puisse faire de même. Et mon épouse, Pascal, m'avait dit, écoute, tu vois comment ça se passe, et n'hésite pas à lui en parler à la fin. Le déjeuner se passe remarquablement avec Mimi, on a l'impression de se connaître, les mêmes valeurs, c'est quelqu'un d'adorable. Et à la fin du repas, je lui dis, voilà, j'ai une idée, j'espère que vous accepterez. Et je lui donne l'idée. Et l'idée, c'était c'était notre échange d'entretien. Vaut-il mieux être abandonnée toute petite ou abandonnée à la naissance ? Elle a tout de suite démarré, on l'a fait. Ça a été absolument génial à faire. On a eu des conversations qu'elle n'avait jamais eues avec personne. Oui, et que vous n'aviez jamais eues avec personne non plus. Exact. Et dans ce livre, elle vous parle de sa taille, bien sûr, et vous évoquez l'Institut Arthur Verne, qui est au 36 de la rue d'Assas, un dispensaire. Vous avez pratiquement débuté votre vie. Ah oui, j'ai été abandonné là le 27 octobre à 3h du matin dans un panier, exactement comme dans les films. Et on vous a découvert dans ce panier vers quelle heure ? Je crois que c'est 3h30 ou 3h40. Voilà. Et vous avez réussi à reconstituer ça grâce à une pochette râpée en faux cuir marron. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Très bien documenté. et c'est vrai qu'il y avait 3 prénoms au départ. Alors, la chose étonnante, c'est que quand vous êtes découvert comme ça, en tous les cas, à cette époque-là, on vous donnait comme état civil, dans un premier temps, un nom qui était fait des 3 prénoms des 3 premières personnes qui vous découvraient. Et il se trouve que les prénoms qui ont été les 3 premiers qu'on m'a attribués pour un état civil temporaire étaient ceux de mes 3 meilleurs amis aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable. Et vous avez été adopté assez rapidement et grandi dans une famille où vous avez grandi heureux. Ah oui, complètement. Oui, j'ai été adopté, je crois que j'avais 4 mois ou 5 mois. Et c'est ce que je dis toujours, en fait. Moi, j'ai grandi dans une famille sans manque, avec énormément d'affection. Mes parents sont mes parents et c'est eux qui m'ont fabriqué. Et voilà, et aujourd'hui, ils ne sont plus là, mais je pense à eux tous les jours. Et j'ai vraiment eu une enfance extrêmement heureuse. Oui, avec des moments difficiles, parce que certains pensaient à l'école que votre mère était votre grand-mère, Gilles Le Gardinier. Alors, c'était pas difficile pour moi parce que ça m'a aussi appris le décalage que je cultive dans la vie.
C'est qu'effectivement, là où beaucoup de gens avaient des parents jeunes dans le rapport de leur âge, moi, effectivement, j'avais des parents qui avaient 20 ans de plus. Et du coup, on les prenait souvent pour mes grands-parents. Ouais. Mais ça m'a aussi appris d'autres choses, que déjà l'apparence n'est pas tout. Et puis j'ai eu avec des gens plus âgés une éducation qui était sans doute plus formelle, qui était moins proche, mais qui m'a donné des codes et pour le côté plus vivant, j'ai eu ce qu'il fallait dans la famille. Oui, mais alors en plus, ça c'était quelque chose d'avant, mais aujourd'hui quand on voit que Yann Kefelec est papa à 71 ans ou Gérard Darmon papa à 69 ans, on se dit que les temps ont changé. Je crois qu'il y a toujours eu ça. Ce qu'il faut, c'est que les mentalités l'acceptent. Et vous savez, enfin, je suis convaincu que pour avoir un enfant, pour l'aimer, pour l'élever ou pour le faire, il n'y a que le moment auquel on est prêt et auquel on en a vraiment envie. Tout le reste, c'est des codes, c'est des conventions. Alors petit à petit, il y a eu un mimétisme qui s'est installé dans vos jeunes années. Vous avez fini par ressembler à celui qui n'était pas votre père. Tout à fait. Ça aussi, c'est une grande leçon. C'est que j'étais très très proche de mon père et je me rends compte avec les années qu'en fait, sans même m'en rendre compte, j'ai pris des gestes, j'ai pris des intonations de voix, j'ai pris des choses qui sont de lui et c'est la preuve en fait que l'éducation, la meilleure éducation, c'est l'exemple. Oui, et on voit ses parents et on fait comme eux. Ah, c'est une tendance animale, oui, tout à fait. Ouais. Alors, il y a beaucoup de livres sur l'adoption, il y en a des dizaines. Le plus célèbre, c'est Sans famille, finalement. Vous l'avez lu? Tout à fait, oui, oui, complètement. Alors après, c'est une histoire extrêmement romanesque. Enfin, il y a une dimension narrative qui dépasse le cadre de l'adoption, parce que c'est vraiment le trajet d'un homme, enfin d'un jeune homme dans un parcours qui est le sien au prisme de son adoption. Je pense que résumer une histoire ou un état, même à partir d'une histoire aussi belle, c'est toujours un peu risqué parce qu'en fait, chacun a son parcours. Chacun a vraiment son parcours. Mais Sans famille, c'est un succès mondial, notamment aux Pays-Bas. Et il y a Eric et Lia Smith qui ont fait en vélo le périple de Sans famille en 7 ans. Super. Et ils viennent de le terminer en Suisse pour vivre les aventures du personnage. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, dans votre jeune vie, il y a 2 personnes qui ont compté, je crois, Gilles Le Gardinier. La première, c'est un certain monsieur Brisson, prof de maths. Oui, tout à fait. Alors, il n'était pas prof de maths, c'était mon voisin. Moi, j'habitais au 20 rue du Clos-Lacroix et monsieur et madame Brisson habitaient au 18. Et Georges était paralysé, il était dans un fauteuil roulant. Et ces gens-là étaient juste, c'est des lumières dans ma vie parce qu'ils m'ont vraiment appris d'abord qu'il fallait avoir les portes aussi larges que le cœur pour laisser passer les fauteuils roulants. C'est eux qui m'ont appris à ne pas avoir peur de ce qu'était handicap. Et j'ai découvert chez ces gens qui auraient eu toutes les raisons de se plaindre une bonté, une écoute et une énergie que beaucoup de valides devraient adopter. Et vous avez les cours de maths pour vous aider parce que vous n'étiez pas très bon en maths. Alors j'étais feignant en maths, Jacques. Je peux pas vous laisser dire que j'étais très bon en probabilité, mais honnêtement l'école était un terrain affectif pour moi et pas trop un terrain de travail. Et Georges avait la bonté de penser que j'avais besoin d'aide. Et en fait, pendant les cours de maths, on passait surtout du temps à parler de la vie, de plein de sujets. C'était des gens extrêmement cultivés, extrêmement curieux. Et j'ai adoré ces moments. Mais c'était presque faire ces humanités sous prétexte de maths. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui a compté dans votre apprentissage, Gilles Le Gardinier. C'est votre oncle Charles qui était coiffeur. Ouais, formidable. Il vivait à Saint-Lô, en Normandie, pas très loin de la famille. C'était quelqu'un de modeste, c'était quelqu'un qui avait connu, il avait connu les camps, il avait connu des choses absolument horribles. Et ce type avait une joie de vivre. Et c'est avec lui que j'ai découvert que quoi qu'il vous détruise dans la vie, quoi qu'il vous abîme, vous devez garder un œil vers la lumière. Et lorsque vous avez appris que vous aviez été adopté, je ne sais pas à quel âge, mais effectivement, vous auriez pu moralement être détruit chez Le Gardinier. Mes parents ont eu la seule bonne idée qu'il faut dans ce cas-là, c'est que ils m'en ont parlé toujours. Ils nous en ont parlé toujours avec un naturel. Et pour nous, c'était juste une caractéristique. C'était pas un problème. Vous savez, les enfants sont un peu comme les animaux. Si vous avez peur, ils ont peur. Si vous n'êtes pas à l'aise, ils sont pas à l'aise. Mes parents étaient relativement à l'aise avec ça. Et du coup, moi, j'ai pas eu de malaise en tous les cas. Et puis adopter, c'était déjà, mais pas encore autant qu'aujourd'hui, le parcours du combattant. C'était bien plus à l'époque. Oui. C'était bien plus à l'époque. Mes parents ont mis 11 ans à adopter des enfants. 11 ans. Avec des commissions, des sous-commissions, c'était vraiment... je trouve ça fou. Même aujourd'hui, c'est un de mes combats. Il y a des enfants qui ont besoin d'amour. Il y a des gens qui sont prêts à le leur donner.
et on complique le parcours avec des gens qui ne sont pas toujours, et je pèse mes mots, pas toujours hyper compétents pour décider où va qui en fait s'interposent dans des parcours affectifs. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi s'agissant des enfants, mais je pense qu'il ne faut surtout pas casser les élans positifs qui peuvent les aider à mieux grandir. Quand on pense qu'en son temps, Joséphine Baker voyageait et faisait un gala à l'étranger et rapportait un enfant sans moins de problème, c'est assez étonnant. Complètement. Alors elle le faisait aussi grâce à son statut et à sa propriété des Milandes, où elle avait la place de loger plus que du monde. Oui, sauf que son mari, Jo Bouillon, devenait fou parce qu'elle refaisait le voyage avec un enfant à chaque fois. C'est très clair. C'est assez étonnant. Et il y a aussi quelqu'un, parce qu'on parle de votre famille, c'est Charlotte, votre grand-mère. Oui. La maman de mon papa, Charlotte Le Gardinier, qui a été pour moi une autre lumière, parce qu'elle c'est quelqu'un qui a toujours été tournée vers les jeunes. Elle faisait très attention aux jeunes dans la famille. Et elle avait cette espèce de goût de l'échange, et elle nous a toujours donné sa vision de la vie sans didactisme. C'est quelqu'un qui avait une écoute, le goût du contact et le goût du conseil. Et tout ça vous a appris à tendre la main aux autres, Gilles Le Gardinier? Ça m'a, alors, peut-être, j'espère, mais en tous les cas, ça m'a appris que souvent, quand on a des doutes, d'autres ont les réponses et que c'est vers cela qu'il faut se tourner. Et puis un jour, vous n'avez pas eu de doute, justement. On va en parler à travers une autre date, le 23 août 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Le Gardinier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Le Gardinier, une double actualité, un livre, Mon tour de manège, chez Flammarion dont on va reparler, et votre premier film qui sort aujourd'hui, complètement cramé, un film étonnant aussi, adapté d'un de vos romans, c'est une nouvelle activité. Et justement, le cinéma, si j'en parle, c'est à travers une date, le 23 août 1980, sortie de ce film. L'Empire contre-attaque, je ne sais pas combien de fois vous l'avez vu, mais ça a changé votre vie. Complètement. Avant ce film-là, j'allais voir le Disney de l'année avec mes parents, et d'un seul coup, je me retrouve effectivement, rien ne vous échappe, Jacques, en août, à découvrir ce film, et qui me fait l'effet d'une claque. Et non seulement j'aime le spectacle, j'aime l'émotion du film, mais la façon dont on peut faire naître ces mondes imaginaires me fascine absolument. Et je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je décide à ce moment-là que ce sera là-dedans que je travaillerai. Voilà. Mais vous avez vu le film quoi, 4, 5, 10 fois? Pas tant que ça en fait, parce que je l'ai vu avec un pote, François, mais l'impact a été réel et je suis retourné le voir après, ouais, peut-être 2-3 fois, mais pas tant que ça. Et l'Empire contre-attaque, pour les fans, ça reste l'épisode le plus apprécié, parce que c'est le plus sombre, le plus dramatique, où on développe les relations. Et afin d'éviter toute suite autour de ce second volet, George Lucas a trompé les comédiens lors de la scène où Dark Vador donne l'identité du père. Pendant le tournage, le comédien a dit Obi-Wan Kenobi est ton père. Et c'est au doublage qu'ils ont dit la vérité, pour que ça ne fuite pas. Alors je l'ignorais complètement. Alors, le cinéma donc est devenu une passion, alors que au départ, ça ne vous intéressait pas vraiment, à part les Disney. Ben je savais pas ce que c'était. J'avais 13 ans quand j'ai vu l'Empire contre-attaque, donc c'était encore jeune. J'avais pas. Et puis je viens d'une famille normale. Vous imaginez à cette époque-là travailler dans le cinéma quand vous êtes d'une famille tout à fait normale avec un père ingénieur et une mère au foyer, c'est pas vraiment dans le chemin. Et alors, ce qui a tout de suite convaincu votre famille, c'est que vous avez dit « je vais travailler dans les effets spéciaux ». Ça n'a pas dû être très bien pris au départ. Ah non, pas du tout. Mes parents étaient convaincus qu'en partant de Los Angeles, j'allais finir drogué. Et la seule à m'avoir soutenu, c'est ma grand-mère, Charlotte. Qui vous a offert votre premier billet. Tout à fait. C'est elle qui m'a envoyé aux États-Unis. Et pourquoi être parti aux États-Unis pour travailler les effets spéciaux? Ça n'existait pas en France? Alors, il n'y en avait pas à ce niveau-là. Ils étaient en train de tout inventer là-bas et honnêtement, je suis parti en tant que stagiaire. C'est-à-dire que j'avais travaillé sur des maquettes pour le Salon du Jouet par passion. Et en recevant les blueprints à l'époque de ILM, je leur avais dit, voilà, j'aimerais tellement voir comment ça se passe. Et c'est un technicien qui m'a dit, écoute, tu peux venir, mais on ne prend pas le billet d'avion en charge et t'habiteras à la maison. Et je suis parti comme ça. Et le vrai choc, c'est en arrivant là-bas. Ces mecs qui allaient travailler en skateboard dans des garages et qui étaient juste passionnés, qui écoutaient Supertramp. Et là, ça a réellement changé ma vie. Et vous êtes resté longtemps comme stagiaire? Pas très longtemps, parce que c'était un séjour. Le premier séjour, il a dû faire 15 jours. Mais après, j'ai travaillé comme un malade pour essayer de me payer moi-même mes billets et d'y retourner chaque fois que je pouvais. Vous avez travaillé dans les supermarchés, je crois. Oui, beaucoup, au Franprix. Oui. en déplaçant les légumes avant de devenir une grosse légume, c'est ça? Alors, une grosse légume, je sais pas, mais ils étaient plus lourds que je ne le serais jamais. Alors, les effets spéciaux, le premier effet spécial du cinéma, c'est dans un film américain qui s'appelle L'exécution de Marie, reine des Écossais, réalisé en 1895
par William Hess et Alfred Kark, et c'est par ça que Louis Lumière ensuite a commencé à travailler. Tout à fait, ouais. Et c'est juste un plan coupé en fait. Oui. L'anecdote est jolie et bravo, mais ils avaient en fait interrompu, coupé et recollé, ce qui fait qu'en fait on avait l'impression que la reine avait effectivement la tête coupée alors que c'était une actrice. Alors finalement, vous partez régulièrement et à chaque fois vous apprenez quelque chose. Oui. Que je suis à ma place, que ces gens qui sont des génies de la technique et qui travaillent au service d'une émotion me fascinent absolument. Mais ce que je découvre là-bas, en fait, sur des années, c'est que l'émotion d'un film naît à l'écriture. Elle naît à l'écriture, à la direction des comédiens, et que même si les effets spéciaux sont brillants, le cœur du film naît dans le cœur des gens. Et à chaque fois vous faites un stage, vous progressez? J'essaye. Oui. Alors, je suis d'abord quand j'arrête de brancher les câbles et de faire les sandwichs, je passe aux maquettes, au vieillissement des maquettes. Ça, c'était extraordinaire, des artistes. Et puis après, je suis passé en pyrotechnie. J'avais travaillé sur une maquette qu'ils avaient fait exploser, et après, je suis passé en pyrotechnie. Et là, ça a été un boulevard pour moi. Et on vous a accepté à chaque fois, le petit Français qui arrive comme ça, qui prend son billet d'avion? Alors, les Américains ont tous les défauts de la Terre, mais ils ont une qualité. C'est quand vous voulez, ils vous donnent la chance. Donc si vous échouez, il y en a d'autres qui attendent, mais c'est quelque chose d'assez... la mentalité anglo-saxonne valorise ceux qui en ont envie. Mais il y avait le lycée en même temps, Gilles Le Gardinier. Ça, c'était une catastrophe, Jacques. J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. Non, j'ai pas eu mon bac, j'ai loupé mon bac. La seule belle rencontre que j'ai faite, c'est ma femme, puisque j'ai connu Pascal au lycée. Mais c'était... aujourd'hui, je suis encore ami avec beaucoup de profs qui ont été juste des gens fabuleusement patients, mais j'étais passionné par autre chose, et c'est vrai que l'école me paraissait fade à côté et que j'ai toujours été limite rupture, sauf pour rire. Voilà, ça c'est autre chose. Et puis ensuite, aux États-Unis, vous aviez un plat favori, c'est la salade M&M's à la vinaigrette. Alors, je ne sais pas comment vous avez passé votre jeunesse quand vous commenciez votre boulot, mais il faut survivre, Jacques. Oui. Donc vous mangez ce que vous pouvez, et c'est vrai qu'on mangeait absolument n'importe quoi et qu'on mélangeait tout, et on a mangé ça effectivement. En dormant dans des coins de bureau. Oui, sur les plateaux de cinéma, à l'époque, vous attendiez beaucoup, il y avait énormément d'équipes, et le moment où vous étiez utile arrivait soudainement quand la production était là au bon moment, et du coup vous aviez des heures à perdre, donc on faisait des âneries et le reste du temps on dormait dans des coins. Et en même temps, vous appreniez votre métier. Ça, c'est clair. Et les M&M's, je ne sais pas si vous le savez, au départ, c'est la guerre civile espagnole. Il y a un monsieur qui est là et qui voit que les soldats ont l'habitude d'enrober des morceaux de chocolat et de sucre pour éviter qu'ils ne fondent à cause de la chaleur. Et c'est comme ça que Forrest Mars a découvert qu'on pouvait enrober et a créé les M&M's. Oui, tout à fait. Et alors, ça devait vous mener à quoi, tout cet apprentissage? C'était une fin en soi pour moi, c'était travailler en équipe à des projets que j'admirais, réellement. Je me suis jamais posé la question, même encore aujourd'hui, j'ai pas de plan de carrière, je savais pas que j'allais faire ça. Mais toujours est-il qu'à un moment, je passe à l'écriture parce que j'ai travaillé sur pas mal de films, que certains tournages ont été fabuleux et ont donné des films très mauvais, et que certains tournages épouvantables ont donné des films magnifiques. Et je me suis mis à écrire comme on tombe amoureux. Je me suis pas posé de questions, je me suis lancé. Oui, mais en même temps, le cinéma, quand vous étiez là-bas, il fallait vous observiez. Vous avez vu des tournages de films qui sont devenus des succès. Oui, complètement. Après c'est très dur. Quand vous êtes aux effets spéciaux, vous travaillez sur des petits segments, des tout petits segments. Et grosso modo, les films sortaient à l'époque très en avance aux États-Unis par rapport à la France. Et grosso modo, c'est très dur sur un plateau de vous dire que ce sur quoi vous travaillez va être un succès ou pas. C'est très compliqué ça, parce que vous avez vraiment le recul sur l'œuvre, elle se peaufine au montage, et puis surtout il faut l'accueil du public. Vous auriez pu rester aux États-Unis, Gilles Le Gardinier? Oui, c'est Pascal qui m'a fait revenir en Europe. Je suis revenu par affection pour ma femme. Ouais, uniquement? Oui, complètement. Mais parce que vous aviez un boulevard pour travailler là-bas dans les effets spéciaux, peut-être. Je pense que je serais monté dans la hiérarchie des studios, peut-être en devenant exécutif ou quelque chose comme ça, mais ça, c'était pas moi qui décidais. Mais d'abord, l'Europe me manquait parce qu'il y a une profondeur des rapports entre les gens que je retrouve moins là-bas. Et puis oui, j'avais mes parents, j'avais mes amis, et puis j'avais Pascal. Et puis l'écriture, parce que vous avez finalement toujours écrit, Gilles Le Gardinier. Oui, complètement. C'est né comment alors je ne saurais pas vous le dire, mais je m'y suis mis, je l'ai fait, et à un moment, 2 pages deviennent 10 pages, 10 pages en deviennent 300, et à un moment, vous tenez un roman. Mais au départ, même à Los Angeles, vous écriviez? J'ai toujours pris des notes, j'ai toujours écrit, ouais, tout à fait. Et même enfant, adolescent, quelles sont devenues ces histoires que vous écriviez?
Alors j'en ai dans des boîtes, mais après elles n'ont pas la... Vous savez, c'est un peu comme les terrains de galop que vous avez quand vous apprenez à marcher ou quand vous apprenez à faire du vélo. Avant de vous lancer vraiment sur des pistes, vous avez des tentatives dans votre rue. Ben moi, c'était ça. Mais par contre, c'était des petites histoires qui n'étaient pas bien structurées, sur lesquelles j'ai une vraie tendresse, mais qui n'était que le galop d'essai de ce qu'allait devenir après mon envie d'écrire. Par contre, ce qui a été essentiel, c'est que ça m'a dit que j'aimais écrire. Ça m'a montré que j'aimais imaginer des histoires et me plonger dans l'émotivité et l'affectivité des personnages. Oui, et en même temps, faire éditer ses premiers romans, c'était pas évident. Ah ben non, 11 ans le premier, 11 ans. 11 années. 11 années pendant lesquelles vous avez envoyé des manuscrits? Alors non, pas tant que ça, parce qu'en fait... j'en avais envoyé assez peu à des éditeurs que je considérais comme ceux qui étaient bons pour nous, c'est-à-dire en général les plus gros, ce qui est parfois une erreur. Mais pour le coup, je ne connaissais pas la réalité du milieu d'édition. Il y a quand même des éditeurs qui n'ouvrent même pas les paquets. On est d'accord. Et qui les renvoient le lendemain. Alors, quand ils sont gentils quand ils les renvoient. Oui. Et petit à petit, vous avez compris ce genre de choses? Alors, je me suis acharné et la vraie rencontre, elle a lieu avec Jacques Sadoul, qui était donc le patron de chez J'ai lu et qui, en fait, m'accueille pour me dire qu'en fait, qu'il ne va pas m'éditer. Et là, en fait, je m'énerve bêtement, mais sainement, sincèrement. Et Jacques a vraiment... poussé par Béatrice Duval, dont je dois souligner le rôle à cet endroit-là, a lu mon manuscrit et m'a édité. Mais il ne l'avait pas lu avant, c'est clair. C'est fou ça, il vous a dit non sans l'avoir lu. Bien sûr. Mais il y a tellement de métiers où ça se passe comme ça. C'est fou. Mais finalement, vous aviez écrit combien de romans avant qu'ils soient édités? Alors je suis un garçon très ordonné, Jacques, j'en avais écrit un. Un seul? Ah oui, un seul. Un seul et pendant 11 ans? Ah oui, non, je ne vis qu'une histoire d'amour à la fois, je ne vis qu'un roman à la fois. Avec un style très particulier, et vous auriez pu rester dans le cinéma parce que votre ambition, quand vous étiez aussi à Los Angeles, c'était de révolutionner le cinéma. Oh, je sais, non, je pense pas. C'était des effets spéciaux, c'était une envie, vous en parliez entre copains. Alors d'en faire partie, oui, et de faire le meilleur boulot possible. Révolutionner, c'était pas mon style, mais par contre faire le boulot le plus soigné possible au service du public, ça reste ma philosophie aujourd'hui. Ouais. Et ça veut dire beaucoup de travail? Ah bah oui, mais enfin c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Rien de ce qu'on peut faire de sérieux ne se fait facilement. Mais c'est peut-être pas une caractéristique d'aujourd'hui, ça? Chez certains, si, parce que je pense que la qualité des gens, elle reste la même. Alors aujourd'hui, on a tendance parfois à braquer les projecteurs sur ce qui peut être plus facile et plus éphémère, mais je pense que sur le fond, tout le monde reste sensible à ça. Charles Aznavour disait un truc magnifique, il disait « On ne bat pas 14 heures de boulot par jour ». Oui, et il disait aussi « Une chanson n'est terminée que lorsqu'on n'a plus un seul mot à ajouter ». C'est joli. Voilà. Et bien justement, l'écriture, on va en reparler à travers une date récente, le 4 octobre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Le Gardinier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Le Gardinier, auteur de best-seller, jeune réalisateur, on en parlera tout à l'heure avec Complètement cramé. On a évoqué vos débuts, votre adoption, ces années passées au cinéma et puis la difficulté à faire éditer son premier livre, parce qu'à l'époque, finalement, il n'y avait pas les plateformes. Quand on voit Aurélie Valogne ou Mélissa Descosta, on n'était pas repéré par des plateformes. Non, c'est clair. Il fallait vraiment passer par un bureau d'édition, par des éditeurs et par un éditeur classique, papier, au sens classique du terme. Non, un peu plus tard, les plateformes, vous auriez édité sans problème votre livre? Je sais pas. Je sais pas parce que pour le coup, les textes qui sortent sur les plateformes, je ne me permets pas d'en juger la qualité, mais parfois elles peuvent bénéficier d'un engouement qui n'est pas le reflet d'une qualité. C'est-à-dire que c'est un peu comme les influenceurs ou comme les trucs sur TikTok. Il y a des fois, ça prend, on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Alors, le 4 octobre 2023 est sorti ce nouveau roman, Mon tour de manège, chez Flammarion, et une chanson peut parfaitement illustrer ce titre. Nicoletta, et c'est la première fois qu'elle a touché les jeunes alors qu'elle avait des vieux comme public avec cette chanson. Et c'est vrai que Ma vie c'est un manège, c'est un petit peu ce qui apparaît en filigrane de ce livre, Gilles Le Gardinier. Complètement, mais je pense que ça apparaît dans la vie. Hein. Oui. Ça passe vite, on se demande ce qui nous arrive, on essaie d'attraper des choses, ça tourne.
mais on est vivant. Le tour de manège, mon tour de manège, c'est le manège de la vie finalement. Complètement. C'est-à-dire qu'on a tous un moment qui est décisif dans son destin, que vous avez vu, que vous avez vécu. Oui, complètement. Alors, quand on en a qu'un, on s'en sort bien. Les plus chanceux en ont beaucoup, mais oui, après, il se passe des tas de choses, il faut juste les voir. Voilà. Comment est venue cette idée de ce roman? Parce qu'encore une fois, c'est une histoire tout à fait originale, mais avec un point de départ. L'idée, en fait, c'est tous mes personnages naissent d'un sentiment. Et celui d'Amandine, qui est l'héroïne de ce roman, c'est le doute. C'est les jeunes, quand ils grandissent, alors je dis les jeunes, c'est pas une espèce à part, on l'a tous été, mais il y a un âge dans la vie où quand on commence à pouvoir agir, mais qu'on ne sait pas encore complètement comment, on se pose plein de questions. Et ça nous arrive à tous de nous demander si on est bien de la famille dans laquelle on grandit, de se demander ce dont on est capable, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir la vie dont on rêve. Et Amandine en est à ce moment-là dans son existence, et elle va juste recevoir une lettre qui va l'aider à se poser des questions. Une lettre où elle apprend qu'elle hérite d'une maison parce que son géniteur n'est pas celui qu'elle croit. Tout à fait, c'est une lettre qui remet complètement sa vie en cause, et sans dévoiler toute l'intrigue du livre, effectivement, elle pense avoir grandi dans une famille, et en fait, cet héritage particulier va l'obliger à réécrire complètement son histoire et à se demander qui elle est. Mais finalement, c'est l'inverse de ce qui vous est arrivé, Gilles Le Gardinier. Oui, vous avez raison, Jacques, oui, vous avez raison. C'est venu instinctivement comme ça, parce que c'est pas évident, justement, comme sujet. Vous savez, les chemins qui conduisent à un sujet à devenir votre principal enjeu de narration sont assez mystérieux. Je suis toujours nourri d'influences, je rencontre beaucoup de gens, j'aime rencontrer les gens, j'ai le goût des autres. Et après, je suis pas capable de tisser le lien entre ce qu'une information déclenche en moi et ce qu'elle provoquera dans mon futur. Ce que je sais, c'est que je suis perméable au monde et heureux de l'accueillir, et que, en l'occurrence, l'histoire, elle vieillit toujours plusieurs années dans ma tête avant de me dire que je peux en faire un roman. Et celle-là était bien, et elle avait quelque chose de très rond, de très à la fois dans l'action et dans l'humour et dans l'émotivité et l'émotion du personnage. Mais le déclic se produit à un moment. Moi, je me souviens de Didier Van Covelard qui m'a dit, j'ai cherché pendant des mois une idée, et dans le métro, à un moment, elle est apparue. C'est bien. Moi, c'est assez... je dirais que mes sujets apparaissent un peu comme quand on conduit dans le brouillard. Ils deviennent de plus en plus nets à mesure que le véhicule s'approche. Mais j'ai besoin de les laisser mûrir, j'ai besoin de les laisser décanter, par contre. Et là, il faut des années pour qu'un livre naisse, et surtout qu'il s'adapte à votre style, car vous avez, au fil des livres, mis au point un style très particulier où la joie de vivre est présente. C'est gentil. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis au point. J'écris ce que je suis. Donc en fait, c'est assez instinctif comme façon d'écrire. Il y a pas de maniérisme, ou je me dis pas qu'il y a une façon d'écrire. C'est au contraire, j'essaie d'enlever tout maniérisme et toute forme pour m'approcher au maximum de ce que pourrait écrire mon personnage. Oui, mais en même temps, ça veut dire beaucoup de recul sur soi-même. Complètement. Alors, à chaque fois, il y a des traditions dans vos livres. Il y a toujours des chats. D'ailleurs, il y a un chat sur la couverture. Sur celui-là, j'y suis revenu tranquillement. J'avais été très vite catalogué comme l'homme qui mettait les chats en couverture pour mes premiers livres, et j'avais arrêté parce que je voulais pas que ça devienne ni une ficelle ni une marque. Et en l'occurrence, là, ça avait du sens, donc je me suis permis d'en remettre un. Et donc, il y a un manège sur la couverture. Et alors, le carrousel, donc le manège, je ne sais pas si vous le savez, trouve son origine sous l'Empire byzantin, avec de véritables chevaux qui tournaient autour d'un piquet. Et le manège est arrivé en Europe au XVIe siècle par l'Italie. Superbe. Voilà, donc et il est toujours là. Et il est toujours là, et tous les enfants en bénéficient. Alors ça aussi, petit à petit, vous avez trouvé un lectorat, ça s'est pas fait tout seul, Gilles Le Gardinier. Alors j'ai écrit 2 thrillers qui ont eu un vrai succès public et des prix publics. Et puis je trouvais que l'édition était un milieu qui était un peu lent. Je venais de l'audiovisuel, je venais d'un travail en équipe, et en fait je m'étais dit que j'allais écrire un dernier livre comme je le voulais, qu'après je retournerais et que je serais très heureux de ne travailler que dans le cinéma. Ça a été demain j'arrête, oui. Et le public en a décidé autrement. Il m'a donné ma liberté, il m'a adopté très rapidement, très violemment, très puissamment, et depuis, voilà, je bénéficie de cette liberté. Et une liberté d'un public fidèle et qui vous écrit, qui témoigne. Ah oui, ils sont là. Ouais, j'ai ce lien particulier que je leur dois. Hein. Moi, je ne l'ai pas provoqué.
c'est pas artificiel du tout, mais les gens viennent, ils me racontent, ils me disent que mes livres trouvent un écho chez eux et ils viennent me raconter pourquoi. C'est extrêmement touchant. C'est-à-dire que chaque personne qui vient faire signer un livre dans un salon du livre, c'est important pour vous. Ah bah oui, bien sûr. Alors en plaisantant, je leur dis que je suis en entretien d'embauche, donc déjà j'ai plutôt tendance à être poli avec les gens, oui. Mais en plus, en général, ce qu'ils vous disent, c'est bouleversant, quoi. Mais ça, c'est une façon de se faire une clientèle, entre guillemets. Alors je le fais pas pour ça, parce qu'en fait c'est une conséquence, mais en tous les cas, les gens savent que je suis fidèle et respectueux et je pense que c'est ça qui sentent. Mais on en parlait tout à l'heure, c'est l'aspect humain qui prime. Quand ce ne sont que des méthodes, des artifices ou des principes, ça donne rien. Faire semblant, on vit pas. Mais dans les salons du livre, les auteurs, bon, il y a quelques auteurs qui connaissent leur public, mais c'est plutôt rare. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est la première vie dont je me souviens. C'est mon tour de manège. Et en l'occurrence, moi, c'est comme ça que je le fais. J'ai toujours fait comme ça. Oui, et moi, je me souviens de Linda Lemay à ses débuts, qui arrivait en France, personne ne la connaissait. Après son concert, qui durait déjà 2h30, 3h, elle allait en coulisses et elle recevait tout le public jusqu'à 2h du matin. Ah ouais. Et résultat, aujourd'hui, on vient la voir comme quelqu'un de sa famille et réciproquement. Je trouve ça beau, je trouve ça tellement joli. Alors, dans ce livre, Mon tour de manège, il y a des scènes absolument étonnantes parce que il y a d'abord un magasin. Vous avez inventé un magasin de gadgets, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, où on vend tout et n'importe quoi. Oui, complètement. Je trouve que c'est très emblématique de notre époque. Très emblématique de ses limites aussi. C'est-à-dire que d'un côté, on nous parle d'écologie et de choses qui sont durables, utiles, bien fabriquées, nobles, et que partout prolifèrent des espèces de boutiques où on vend des cochonneries qui ne durent pas 2 heures et qui ne servent à rien. Je trouve ça drôle. Et les gens les achètent. Bien sûr, les jeunes particulièrement. C'est-à-dire ceux qui sont le plus en pointe sur l'écologie sont les premières victimes de cette espèce d'hyper-consumérisme futile et vain qui en fait dégrade tout. Et moi, je me souviens de Jean Carmet qui collectionnait ce genre d'objets totalement ridicules, s'appelait des mondieuseries. Il avait je crois, ça s'appelait un confessionnal de campagne. Superbe. Chez lui, lumineux. Et il le montrait avec une joie sans égale. Oui, mais quand l'absurde rejoint l'inutile, ça peut parfois toucher au sublime. Alors, vous évoquez aussi dans ce livre le problème de la vie privée. Il y a tout un clan de jeunes femmes, et c'est vrai que ça aussi, les jeunes femmes d'aujourd'hui se retrouvent entre elles et ont du mal à trouver l'homme de leur vie et se font parfois avoir. C'est aussi au cœur de votre livre. Alors, je crois que c'est aussi vieux que le monde, sauf que les moyens ont changé. C'est-à-dire que les jeunes femmes qui n'ont pas confiance en elles, et on ne va pas tomber dans le cliché, mais la plupart des hommes prospèrent sur les espoirs des jeunes femmes qui finissent par leur faire confiance, parfois à tort. Ça, c'est vraiment, quand j'en parle avec ma fille, quand j'en parle avec ses copines, quand j'en parle, le vrai truc, c'est ces femmes remarquables se font blouser parce qu'elles ne sont juste qu'affection. Et dans ce roman qui est positif, vous évoquez aussi un sujet qui est hélas d'actualité, c'est le harcèlement, Gilles Gardinier. Là aussi, je pense qu'il a toujours existé. Et aujourd'hui, il faut, comme dans toute chose aujourd'hui, faire la bonne mesure entre ce qui est réellement un problème humain et ce qui est un problème artificiel créé par l'époque. Le vrai harcèlement, comme les femmes battues, comme toutes ces choses-là, sont des problèmes qui sont juste scandaleux et réels, qui ont toujours existé. Et qu'aujourd'hui, les solutions qu'on propose, qui sont du bruit médiatique, ne changent finalement pas assez de choses sur le fond. C'est-à-dire sur un roman qui est un roman joyeux, vous arrivez à faire passer des idées qui sont des idées d'actualité. L'idée pour moi, c'est de parler de la vie et de parler de sentiments qui sont réels. Donc en fait, vous ne pouvez pas rester en dehors du monde. Et ce qui nous atteint tous, les bonnes comédies sont construites sur des terreaux de douleur, de malheur et de problèmes. Ce qui fait qu'on découvre ses vrais amis, ce qui fait qu'on découvre ses limites, c'est les problèmes qu'on rencontre dans une vie. Et puis, il y a des chats, mais il y a aussi un chien qui s'appelle l'amiral Nelson. Complètement. Pourquoi ? Alors j'ai rencontré un chien qui ne s'appelle pas comme ça et qui il me bouleverse. Il a un regard absolument fabuleux et j'avais envie de mettre un chien pour ça parce que je trouve que les animaux, que ce soit le chat ou le chien, dit quelque chose de son maître. Le rapport qu'on a à nos animaux dit quelque chose de nous et qui sont pas juste un accessoire. C'est un membre d'une famille affective qu'on se fabrique, qu'on choisit, auquel on décide de se consacrer ou pas. Et je trouve que le rapport qu'il peut y avoir entre un homme et son chien, une femme et son chat, ou l'inverse, est juste fondamental pour comprendre les gens.
Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'amiral Nelson, en 1801, à la bataille de Copenhague, il refuse de cesser le combat, il gagne, et il a regardé ça, il a soi-disant pas regardé le combat parce qu'il avait un œil aveugle, et d'où l'expression, paraît-il, fermer les yeux sûrs. C'est venu de ce combat. Ah, j'ignorais, c'est superbe. Alors, il y a aussi des contraventions par centaines. Est-ce que c'est un problème qui vous bouleverse, que vous viviez à la campagne, loin d'Anne Hidalgo? Alors, non, mais le sujet, c'était pas les contraventions, Jacques. C'était ce que quelqu'un est prêt à faire pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais on va pas en dire plus. Pas... Alors, ce qui est étonnant dans vos livres, c'est qu'on est surpris jusqu'à la dernière page. Ça, c'est aussi le scénariste. C'est l'homme qui a pas envie de s'ennuyer et qui a pas envie d'ennuyer ceux qui lui confient du temps. C'est surtout ça le truc. C'est difficile à construire ce genre de choses. La vie est comme ça, jusqu'à la dernière minute, vous êtes surpris, jusqu'à l'arrivée à votre rendez-vous, vous êtes surpris. J'écris pas, mais je ne fabrique pas. J'ai pas mal de collègues qui sont de brillants horlogers dans leurs romans, qui agencent des rouages savamment. Moi, j'écris au fil du sentiment. Oui. C'est-à-dire que je construis, mais exactement comme la vie. C'est-à-dire que je ne me dis pas à un moment qu'il y a telle page, il va falloir ça. Pour moi, c'est la négation de la création. Donc, en fait... Dans une vie, finalement, quand vous vous levez le matin et que vous vous préparez, vous ne savez pas ce qui vous arrivera. Il y a des choses qui sont programmées, il y a des choses qui sont prévues. Mais systématiquement, on le sait bien, le destin se charge de tout foutre en l'air pour vous faire exister. Oui. Et résultat, il faut quand même garder un œil sur la pendule. Et je crois que vous avez eu jusqu'à 22 pendules chez vous. C'est clair, j'ai une obsession du temps depuis que je suis gamin. Oui. Eh ben écoutez, nous on a une obsession du temps aussi, puisqu'on va passer à la séquence suivante. On est exactement dans les horaires pour évoquer une autre date, celle d'aujourd'hui, le 1er novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Le Gardinier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Le Gardinier. Deux actualités. On a évoqué ce roman, Mon tour de manège chez Flammarion, qui va être un succès comme les précédents parce que vos lecteurs sont déjà au rendez-vous. Et puis votre nouvelle activité, qui est réalisateur, parce que ça aussi, c'est assez étonnant. Aujourd'hui même sort un film qui s'appelle Complètement cramé, dont voici la bande-annonce. J'ai mis une annonce pour recruter un employé de maison. Trop la classe. On dirait un British. Je suis un British. Oh, ça va pas être simple. Alors, au départ, c'est un roman que vous aviez écrit, je crois, il y a une dizaine d'années. Oui. Et puis, vous ne pensiez pas le réaliser un jour? Non, pas du tout. C'est une productrice, Christelle Hénon, qui vient me voir quelques mois après la sortie du roman et qui me dit « je veux l'adapter ». Et en fait, j'ai déjà des offres, puisque le livre démarre bien à l'époque, de grosses boîtes qui vont en faire un dossier de plus. Et Christelle est décidée à en faire le combat, vraiment, son projet. Donc je lui fais confiance et on développe le film sur 10 ans. Et comment on fait pour travailler sur 10 ans? Déjà, on attend 7 ans de John Malkovich. Oui. On attend que ses agents arrêtent de faire barrage pour transmettre le scénario. Donc le film est tombé 9 fois, il s'est relevé 10 fois. Donc aujourd'hui, il existe et il sort à 5 jours près, 10 jours. Enfin, 10 ans, jour pour jour, après la sortie du roman. C'est fou, hein? Étonnant. Alors, au départ, si vous l'avez réalisé, c'est parce que il n'y avait personne d'autre? Alors non, même pas, parce que je ne voulais pas l'écrire, je ne voulais pas le réaliser. Je suis un auteur heureux, assez débordé, et j'aime bien aller en rencontre. Et les premiers scénaristes n'ont pas satisfait mes producteurs, et j'ai dit on arrête. Et ils m'ont dit écoute, on a mis de l'argent dedans, donc si tu veux bien t'impliquer dans l'écriture du scénario, ça nous aiderait. Donc je m'y suis mis en embarquant Christelle de force au passage. Et puis après, il y a eu des réalisateurs envisagés. Mais pareil, il y avait pas enfin, ça se passait pas bien. Ce sont les gens d'Universal. C'est le directeur d'Universal qui m'a dit, écoute, je te connais depuis 30 ans. J'aurais moins de mal à défendre un film mis en scène par l'auteur. Qu'est-ce que t'en dis? Tu as la nuit pour réfléchir, tu me réponds demain matin. On a mal dormi avec Pascal. J'ai dit oui le lendemain matin. Voilà. Mais en même temps, vous ne pensiez pas un jour réaliser un film, Gilles Le Gardinier? Non, pas du tout. Non, sincèrement. Pourtant, vous avez l'expérience, puisqu'il faut savoir qu'en revenant en France, vous avez monté une petite agence qui faisait des dossiers de presse, et qui existe toujours, pour le cinéma. Donc, des films, des dossiers, vous en avez vu, vous en avez lu. Ah bah beaucoup. Mais si vous voulez, j'ai pas le complexe. Souvent, en France, les gens se permettent de faire parce qu'ils pensent qu'ils ont la place. Et que donc ils auront le savoir-faire. Moi, j'ai infiniment de respect pour la compétence qu'il faut pour ces postes-là. Et même si j'avais pratiqué les plateaux et que j'ai fait quasiment tous les métiers sauf projectionniste dans le cinéma, j'avais pas fait celui de réalisateur et chef d'orchestre, c'est quelque chose, quoi. Mais vous aviez observé beaucoup de réalisateurs. Oui, mais après, vous pouvez observer les autres avoir un cancer, tomber amoureux ou jouer au tennis.
c'est pas quand vous aurez la raquette à la main que vous allez forcément vous débrouiller bien. Alors, Complètement cramé, au départ, c'est une histoire d'un veuf qui retourne dans la propriété où il a reconnu sa femme. Il va retrouver un univers étrange. Tout à fait. C'est quelqu'un qui, pour se rapprocher des jours heureux qui lui manquent, parce que sa femme lui manque et qui ne s'en remet pas, retourne là où tout a commencé. Il pense que sa vie est derrière lui. Et en fait, il arrive sur une sorte d'île déserte où il y a d'autres naufragés, en fait. Et comment était venue l'idée au départ ? Alors, je vous le disais tout à l'heure, mes personnages naissent toujours d'un sentiment. Et le sentiment qui sous-tend Andrew Blake, c'est le regret. L'idée de penser que qu'on a loupé notre chance ou que notre vie est terminée. Et quasiment à chaque fois, et c'est le propos du film, à chaque fois on a tort. Il n'y a pas d'âge pour relancer les dés. Il n'y a pas une fois où on peut se dire que c'est terminé avant que la partie soit vraiment terminée. C'est quelque chose qui me tient à cœur. La preuve, vous ne pensiez pas être réalisateur. Complètement. Et alors, ce que vous avez voulu aussi dans ce film, dans l'écriture comme dans sa réalisation, c'est que le public ressente l'émotion, la même émotion que lorsqu'il a lu le livre. Oui, tout à fait. L'idée, c'était pas de faire une transposition, mais c'était vraiment de faire une adaptation. Et puis, si l'écriture est un biais intérieur, intime, dans lequel je parle au lecteur uniquement en manipulant ses sentiments et les miens, là, je filmais des gens qui étaient hors normes. C'est-à-dire que je ne faisais que fabriquer l'écrin où je posais ces joyaux dans un casting incroyable. Il faut partir de l'histoire et aller plus loin. Francis Weber m'a toujours expliqué que quand il écrivait un scénario, il écrivait une première version et il la jetait en disant « Maintenant, je vais écrire le film ». Ça, c'est bien. Oui, il a raison. Mais moi, j'ai préféré publier mon roman que le jeter. Voilà. Mais en même temps, on ne reconnaîtra pas forcément le roman. Dans le film, il y a les bases, mais vous allez plus loin. Les personnages sont là, les arcs sont là, l'humanité, j'espère, est là. Et après, oui, l'idée, c'est que vous arriviez à la fin du film dans le même état qu'à la fin du roman. Vous pensiez à certains moments que ça ne se ferait pas ? Ah, plein de fois. C'est ce que je vous disais en plaisantant quasiment pas tout à l'heure. Le film est tombé 9 fois. C'est-à-dire, on s'est relevé une 10e, donc on s'en est sorti. Mais chaque film qui arrive à son terme, surtout quand vous avez un peu une ambition, des rêves en termes de casting et que vous avez une espèce d'intégrité que vous voulez, mais c'est un miracle. À chaque fois, c'est un miracle. Et là, ça a été un miracle parce que vous dites que vous avez vu un casting de rêve, ce qu'aucun metteur en scène qui est là depuis des années peut espérer, Olivier Le Gardinier. Alors, je pense que je suis un des seuls réalisateurs au monde à avoir eu le casting dont il rêvait dès le départ. Pourquoi John Malkovich ? John est un type fascinant. Il peut jouer des crapules ou il peut jouer des saints. Il a cette espèce d'humanité débordante qui nous embarque dans son personnage, toujours. John a joué dans des films qui n'étaient pas toujours bons, occasionnellement, mais lui, il est toujours parfait. C'est-à-dire qu'il est juste, je défie quiconque de trouver un moment où il n'est pas juste. John a cette humanité. Et vous regardiez beaucoup de films de lui et beaucoup de films en général ? Alors, je regarde beaucoup de films en général et John est quelqu'un que j'adore. Alors, j'ai vraiment un goût de lui parce que c'est vraiment une personnalité très atypique dans le cinéma contemporain. D'abord, il parle français. Il n'a pas été doublé dans le film. Alors, ni lui ni moi ne le voulions. C'est-à-dire que je voulais son phrasé particulier, cette espèce de majesté qu'il a. Quand il parle, il y a une telle noblesse, il y a une telle sérénité. Il faut savoir que pendant des années, John Malkovich, on ne le sait pas assez, a vécu à Beaulieu, en Provence. Donc, il parle français couramment. Alors, il parle un français très, très correct, et effectivement, et il a un lien particulier avec la France. Et la France lui rend bien, d'ailleurs, les gens l'adorent en France. Il a reçu quand même un Molière de la mise en scène pour Goût de Canari en 2008. Complètement. C'est le seul étranger qui l'ait reçu. Et il est aussi un homme élégant, je crois qu'il a lancé en janvier 2017 une ligne de prêt-à-porter qui a fait un tabac sur Internet. Tout à fait. Mais John est un type étonnant, hein. Il a une culture, une curiosité, une écoute des autres, et c'est passionnant. Il est curieux toujours. Puis vous avez Fanny Ardant qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma aujourd'hui. Alors heureusement, on la voit à nouveau, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans cette espèce de moment où en fait aujourd'hui elle peut tout jouer. Et Fanny, j'avais besoin de sa présence, de son côté impérial, de la fragilité qu'elle donne avec tant de puissance, de cette espèce de force qu'elle dégage même quand elle est fragile. Mais une fragilité qui dissimule une femme qui aime rire. Oui, ça c'est clair. Oui, Fanny, c'est quelqu'un d'extrêmement vivant. C'est-à-dire, elle est apte à toutes les émotions et le rire en fait partie. Et moi, je me souviens quand même d'un moment difficile qu'elle a vécu. C'était au Théâtre de la Madeleine, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a joué avec Gérard Depardieu une pièce qui s'appelait La Bête dans la jungle de Marguerite Duras. Et Depardieu avait une oreillette.
Et puis un jour, l'oreillette est tombée en panne. Depardieu a cru que la pièce était terminée. Il est sorti. Il a laissé Fanny faire les 5 dernières minutes tout seul. C'est une chose étonnante. Mais c'est une femme très capable. Alors justement, ce qui est important dans vos films comme dans vos livres, c'est l'humanité et l'émotion des personnages. Ah, c'est le cœur des choses. Les gens vont au cinéma, ils ouvrent des livres, ils écoutent des chansons pour capter, pour puiser de l'humanité. C'est pas si courant aujourd'hui non plus. Quand même, Dans il y en français. a. Quand même, il y en a. Alors c'est vrai que ça a été compliqué de monter le film et qu'on n'a pas trouvé les sous en France. Mais regardez, on a trouvé les talents en France et ça s'est bien passé. Et honnêtement, le public réagit bien et des comédiens, enfin que quelqu'un comme Fanny Ardant adoube le scénario et ait envie de le jouer. Émilie Dequesne qui est juste fabuleuse, Philippe Basse également. J'étais vraiment heureux de pouvoir assembler ce casting qui sont d'abord des humanités. Et puis vous vous êtes retrouvés dans une véritable famille, comme à vos débuts à Hollywood. Alors il y avait quelque chose qui a facilité ça en fait, c'est que on a tourné essentiellement dans un château qui est en Bretagne à Val d'Isée. Le domaine du Bois Cornillé et entre Vitré et Rennes, et qu'en fait l'endroit se prêtait à ça, c'est-à-dire qu'on a pu tourner le film dans l'esprit de l'histoire qu'il raconte. C'est pas Downton Abbey, mais on n'en est pas loin finalement. C'est plus joyeux que Downton Abbey, ça couche moins. Et dans ce parc à l'anglaise, il y a la porte de l'ancienne prison de Rennes. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle est au cœur du parc. Au fond, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez fait beaucoup de tournées pour présenter ce film, ce qui est nouveau pour vous aussi, Gilles Le Gardinier. Alors, le contact au public, non, puisque je le fais pour mes livres. Ouais. Mais par contre, présenter, ce qui change, en fait, c'est que vous voyez les gens tout de suite après. Vous voyez pas les gens quand ils ont lu le livre. Mais là, tout de suite après le film, vous les voyez. Là, il y a un contact qui est encore plus direct. Oui, j'ai adoré ça. Et c'est fatigant quand même, quand on est un auteur, qu'on doit écrire des livres. Comment on fait pour tout faire en même temps ? Alors, physiquement, c'est fatigant, les déplacements et tout, mais honnêtement, c'est tellement vivifiant d'abord de rencontrer les gens, d'être touché par le fait qu'ils viennent et de se rendre compte de ce que vous avez fait provoque. Et puis vous avez inventé un nouveau métier. Vous ne faites pas de la direction d'acteurs, mais de la détection d'acteurs. Ouais, ça j'en suis convaincu, c'est gentil de l'avoir relevé. Je crois pas qu'un type comme moi, et je pense qu'il y a peu de types comme des réalisateurs qui peuvent dire à Fanny, à John, à Émilie ou à Philippe ce qu'ils doivent jouer. Pour moi, ce sont des Stradivarius qui savent exactement le son qu'ils produisent. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est se mettre d'accord sur la partition à jouer et travailler effectivement les intentions et tout. Mais honnêtement, mon premier privilège, ma grande fonction, c'est d'être leur premier spectateur et savoir si je réagis. C'est-à-dire que si une scène ne colle pas, vous recommencez ? Si la vibration que vous avez au cœur n'est pas là, alors à ce moment-là, il faut chercher. Mais en l'occurrence, vu le casting que j'avais, le problème s'est pas posé. C'était comment l'agencer, comment l'amener. Mais pour le coup, ils sont juste... c'est monstrueux de les voir jouer, quoi. Et puis, vous aviez l'expérience de ce qu'il ne faut pas faire au cinéma, quelquefois, où on tourne des séquences comme ça à la va-vite. Et ça vous a beaucoup marqué. Oui, tout à fait. L'écriture m'a appris une chose, et c'est pas à vous que je vais l'expliquer, Jacques. Bien écrire, c'est bien couper. Faut dégager ce qui ne sert pas l'histoire, ce qui ne porte pas vraiment de message ou d'éléments qui fait avancer l'histoire. Et là, en l'occurrence, on était vraiment sur le cœur de l'histoire et l'essentiel. Donc, en fait, on n'a jamais hésité. J'ai pas hésité. Il faut travailler. Ça veut dire le montage aussi. Il faut suivre le montage entre deux écritures. Alors ça, j'ai adoré. Hein. John, quand on a fini le tournage, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Tu vas commencer le montage et là, tu vas arriver dans les terres du renoncement et de la frustration. » Et il a réalisé un film pour lequel il avait, de ses propres dires, pas mal souffert pendant le montage. Et moi, j'ai adoré le montage, en fait. Bon, j'avais un chef monteur qui était extraordinaire, qui s'appelle Yves Deschamps, avec Christelle Alépée. Et on s'est entendu, mais c'était génial. Et je savais ce que je voulais. Ils étaient très bons. Et on a rendu le montage avec 1 semaine d'avance, quand même. Oui, mais ça vous a pas empêché de continuer à écrire. Non, bien sûr. Comment vous faites pour faire tout ça en même temps ? J'ai la grande chance d'exercer des métiers que j'adore. Donc en fait, c'est comme pour tous les humains. Quand vous faites ce que vous aimez, vous n'êtes pas fatigué. Voilà. C'est quand on vous oblige que vous tombez de fatigue. Eh bien, écoutez, je vais vous rendre votre liberté pour que vous retourniez à vos œuvres complètes. Donc, il y a ce film qui sort aujourd'hui, Complètement cramé. Un titre qui ne signifie pas que le film ne va pas marcher, bien au contraire. Les premiers indices font que le public est ravi
de ce film. Et puis Mon tour de manège, votre livre annuel, parce que ça va continuer comme ça. J'espère, si le public m'y autorise, avec bonheur. Je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci Gilles Le Gardinier, continuez comme ça, ne changez rien. Merci infiniment, Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.